que vous voulez prendre un petit temps d'échange? Parce qu'on enchaîne sur la partie 3. Pareil, hein, réaction, critique de ce qu'a dit Pascal. Pour les critiques. Pour les critiques, oui. Moi, c'est plus une question dans le questionnement de la construction de l'évolution. Parce que j'imagine que déjà, ça s'est pas fait en une seule fois, qu'il y a eu plein de choix, que vous avez dû faire, renoncer à des choses pour vous focaliser sur d'autres. Et notamment par rapport à l'extraval, en fait, avant qu'elle soit présentée, je pensais que c'était un peu comme on l'a pu le voir en EPS, un joueur à côté du but qui permet de redonner une balle rapidement au gardien pour tout de suite permettre à l'attaque de passer derrière la défense, au cas où la défense ne fait pas un repli assez rapide, de manière à construire justement le repli défensif du côté des joueurs et pas que l'attaque sur une zone réduite où l'extra-balle au final c'est on joue sur une défense qui est déjà placée et on a moins d'espace pour passer derrière. Donc comment ce choix il a été opéré de se dire on va plutôt privilégier l'attaque avec une zone réduite plutôt que de faciliter la prise de terrain avec une balle qui est mise à disposition pour un élément clé qui a guidé le choix un petit peu. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi ta première entrée. Je comprends bien la deuxième sur on offre, enfin, ce qu'on propose, c'est-à-dire on donne une extra balle face à une défense placée, on va placer l'attaque. Ok. Et ce que tu dis au départ, c'est En fait, pour passer derrière la défense, ouais. Une deuxième balle soit d'un joueur qui la donne au gardien, soit placée à côté du but. Et dès qu'il y a eu un tir, le gardien saisit cette balle pour tout de suite avoir un jeu rapide pour l'attaque. Ouais. Donc, En fait, ouais, l'extra balle, elle naît d'une observation qui, à un moment donné, on se dit, mais ça joue vraiment très rapidement, tout le temps, et on pose jamais le jeu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va passer à côté de ce qui est le handball aussi, sur le travail au poste, pour pouvoir continuer de progresser et de commencer à travailler sur ce que c'est que le poste d'arrière et le poste de pivot et le poste de gardien de but. On n'a pas d'ailier, vous le voyez, et par rapport à ça, c'est dans un continuum de formation ou dans le parcours de formation là, du débutant jusqu'à l'expert scolaire universitaire, c'est se dire, en fait, c'est comme ça se vit en fédéral, c'est-à-dire qu'au départ, on joue tout terrain, et c'est aussi pour ça qu'on privilégie aussi dans le milieu fédéral une défense individuelle tout terrain. Et puis après, une fois qu'on sait faire ça, comment on va les amener à progresser davantage et à se rapprocher d'un handball qu'on connaît. Voilà. Et là-dessus, c'est la culture de l'activité, elle est importante. Et si le handicap, c'est juste courir d'une cible à l'autre le plus vite possible et marquer sans jamais placer le jeu, je pense qu'on passerait à côté de quelque chose. Dans ce cas-là, on enlève les buts, on fait, enfin, je sais pas, un relais. Non, mais on pourrait extrapoler jusque-là. Donc, en restant dans la culture de l'activité, c'est leur permettre de continuer d'être tous traverseurs, qu'ils apprennent à faire dans un premier temps d'une zone à l'autre, puis après, petit à petit, ça devient nécessaire de placer le jeu, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, voilà, c'est le constat vraiment d'être trop rapide. Exactement. Mais à un moment donné, la défense, elle explose en fait. Ça va trop vite, les compétences sont là, les passes arrivent dans les mains et voilà. Sans l'avoir vécu, je m'étais dit au contraire que le jeu serait pas assez rapide et que de donner une balle permet d'accélérer le jeu. On verra demain. Ouais. J'allais le dire, tu verras demain. Ouais. Mais ce qui n'empêche pas l'idée aussi de donner des ballons aux gardiens pour réengager vite, parce qu'on le sait, on le voit aussi à haut niveau, hein, le jeu de contre-attaque, de montée de balle ou le jeu de transition, c'est-à-dire avant que la défense soit complètement placée, c'est aussi une façon permanente de marquer des buts. Donc ça, on ne souhaite pas l'évacuer, mais on veut s'assurer que l'élève vive la difficulté d'attaquer une défense placée pour enrichir le réseau d'échange entre ces deux arrières et le pivot, parce qu'à un moment donné, ça, c'est ce qui fera le pas en avant. Mais on est sur une deuxième ou troisième étape du parcours de formation. Merci. J'ai une petite question. Quand on parle de la situation où l'élève a le droit de courir sans reculer pour arriver de l'autre côté, est-ce qu'on peut envisager l'idée que les défenseurs, s'ils touchent le porteur de balle, qu'on puisse lui rendre la balle? Est-ce que ça peut sortir de la logique de l'activité et du manque d'attaque? Donc toi, tu as spoilé notre séance de demain. C'est vous, mademoiselle, qui faites la leçon de bain, du coup. Très bien. Oui, on peut complètement l'envisager et on va le vivre demain. C'est les étapes, justement, Ouais. qu'on envisage sur tout ce traverseur. Vous connaissez déjà le diapo, en fait.
C'est ça, mais c'est l'idée, voilà, de donner des pouvoirs à l'attaque, puis il va falloir en donner à la défense pour que l'attaque, à un moment donné, soit contrainte, parce qu'une fois qu'ils ont capté qu'ils peuvent courir, vous allez le voir demain, on fait quoi, défenseur? On est embêté, donc voilà, on joue comme ça sur ces étapes-là que vous vivrez demain. Allez, on n'a pas fini. On enchaîne. Allez, on essaye sur 10 minutes. On peut ça? Moi, ça ira. Tu parles. Besoin de proximité sociale pour coopérer et éprouver, ça s'entend quand je dis des bêtises au micro, pour coopérer et éprouver la fraternité. Donc on va ici s'intéresser donc à ces troisièmes grandes valeurs et sur cette idée, encore une fois, de développer le sentiment d'autodétermination de l'élève. Donc là, on veut développer ce besoin de proximité sociale. Et donc l'organisation pour laquelle on va opter, vous la connaissez probablement pour la plupart, c'est une organisation par club, où on a 2 clubs ou 3 clubs, nous on utilise souvent 2 clubs, qui s'affrontent. Et dans ces 2 clubs, on a 2 équipes ou 3 équipes, pourquoi pas, de niveaux différents. Ce qui nous permet à la fois de mêler une forme d'hétérogénéité dans l'engagement ou dans les compétences visées, tout en garantissant quand même qu'ils vivent et qu'ils fassent ensemble. Donc ici se mêle à la fois de la coopération et de la collaboration, qui se différencie notamment, je vous renvoie là-dessus aux travaux de Sylvain Connac sur ce sujet-là, où on a d'un côté la nécessité d'une coopération au sein du club. Donc les 2 équipes vont devoir coopérer parce que ça implique que les partenaires ici soient totalement dépendants et donc le résultat, il dépend non pas du résultat de l'équipe ou de mon résultat à moi, mais il dépend du résultat du club. Et donc là, on envisage ça plutôt sur le pôle de la coopération. Et puis au sein de l'équipe, il va falloir collaborer. Ça veut dire ici que les tâches et les responsabilités sont pleinement partagées, mais chacun apporte au collectif avec des compétences qui peuvent être différentes. Donc peut-être que certains ont un pouvoir de traverseur plus étayé, plus avancé que mon partenaire, qui lui, d'un point de vue de voleur de ballon, est peut-être plus efficace. Donc c'est ici l'idée de la collaboration dans l'équipe et de la coopération dans le club. Dans notre approche ici, on va voir même chose, vous avez compris, je pense, le principe. Cette idée de fraternité en A4, quelle implication, quel impact sur les formes de groupement et sur le rôle et la place de l'évaluation, on essaiera d'en toucher un mot. Et le numérique, comment il va pouvoir renforcer les opportunités d'auto et de co-évaluation. Et j'ai fait vite à toi. Donc pour parler de la fraternité, on s'appuiera sur le contact aménagé, le tir indirect. En fait, le contact aménagé avec le contrôle, on voit bien qu'on n'est pas dans une neutralisation où on a la volonté vraiment délibérée d'avoir un contact marqué. Vous avez certainement tous des images du handball fédéral où la neutralisation, parfois, elle est très rude, très vigoureuse. Et au niveau scolaire ou universitaire, le contrôle permettra peut-être, je ne sais pas, une meilleure fraternité, mais pour autant, la neutralisation à haut niveau, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Le tir indirect, on en a déjà parlé, il va effectivement nous servir, on l'a dit, à rééquilibrer le rapport de force. Et puis, pour s'assurer que quand on n'a pas respecté la règle, on l'avait dit rapidement tout à l'heure, entre ce contact aménagé et ce tir indirect, quand on n'a pas respecté ces 2 règles-là, en tout cas l'une de ces 2 règles-là, on va sortir le temps d'une possession. Donc on imagine, je fais partie de l'équipe des Blancs, je viens de tirer, j'ai tiré sur le gardien au niveau des bras, donc c'est un tir direct. Okay, à partir de là, moi je sors, donc je sors tout de suite sur la ligne de touche la plus proche. Okay, je vais aller remonter le terrain pour aller me mettre à côté de là où se trouve mon gardien, mais je ne rentre pas dans sa zone, évidemment, mais je suis le long de la ligne de touche là, de ce côté-là, et en attendant l'autre équipe à la balle. Et pendant tout ce temps-là, moi je suis pénalisé, je suis dehors, et en plus je pénalise mon équipe. C'est le principe de l'exclusion des minutes dans le handball fédéral. Donc je me pénalise moi, je pénalise mon équipe. Le 3 contre 2, en A4, si le gardien en plus a compris qu'en jouant sur le terrain, on va effectivement pouvoir jouer à 4 sur le terrain là, contre 2 défenseurs, c'est but assuré, c'est certain, quoi. À moins qu'on soit maladroit sur le tir, en tout cas c'est tir assuré. Donc là-dessus, on voit naître, là moi je le vois avec mes étudiants cette année qui découvrent le hand à 4. Alors au départ, ils sont exaspérés parce que c'est souvent les mêmes qui font du tir direct.
Le contrôle, ça va encore, mais c'est surtout le tir direct. Et puis là, on les voit, alors au départ, ça râle, puis après, non, on les voit là échanger. Non, écoute, essaye de tirer un rebond. Mets ta balle là. Et ils prennent leur rôle. Alors, je ne veux pas dire de l'enseignant, parce que s'ils le font, moi, je suis ravie, d'accord ? Mais ils ont compris qu'en aidant leur partenaire, ça va leur rendre service. Ils parlaient de collaboration tout à l'heure au sein de l'équipe. Là, effectivement, on y est concrètement avec ces deux règles-là. Ça va me permettre aussi de faire la transition sur la fraternité avec un jeu en mixité. Et là, je vais m'appuyer sur les travaux de Cathy Patinet-Bien-Aimée et de Geneviève Cojorino sur leurs 4 niveaux de mixité. Je vais m'intéresser à la dernière, la mixité dite réfléchie, qui prétend en fait à vivre une équité. Et si on est capable de proposer un jeu en mixité dit réfléchi, ben, ça voudra dire que peu importe qu'on soit une fille ou un garçon, puis je vais être un petit peu moins dichotomique. Un élève moins sportif ou un élève sportif, parce que y a assurément des garçons qui sont pas très sportifs, qui sont pas en réussite en éducation physique, et c'est eux qui le vivent le plus mal. Ce ne sont pas les filles, ce sont eux qui le vivent le plus mal, parce que les garçons, on attend qu'ils soient sportifs, on attend qu'ils performent, parce que le sport, il a été créé par les hommes, pour les hommes. C'est quelque chose qui, d'un point de vue anthropologique, a été fait comme ça, et petit à petit, il faut qu'on arrive à déconstruire. Et un garçon qui n'est pas sportif, nous, ici, là, on a bien du mal avec ça, on a du mal aussi avec les filles qui ne le sont pas, parce que toutes les filles qui sont là, toutes les femmes qui sont là, on est assurément sportives. Sinon, on n'aurait pas fait STAPS, on ne serait pas prof de PS. En revanche, la réalité du terrain, c'est de se rendre compte que les filles qu'on voit, les jeunes filles qu'on voit au lycée, et les notes le montrent encore, ah oui, elles prennent de meilleures notes, mais les notes de garçons montent aussi, puis la moyenne générale de PLESO au bac continue de monter de manière exponentielle, au fur et à mesure qu'on fait monter les notes des filles, qu'on a en plus gonflé de manière artificielle. Donc qu'est-ce qu'on fait, monsieur l'IPR? Moi, je n'ai toujours pas trouvé. Vous allez un peu loin, madame Jeannin, s'il vous plaît. Revenez sur le diapositive. Et je ne vous parlerai pas des arrangements évaluatifs au niveau académique ou au niveau national. Point. Donc, un jeu en mixité réfléchie, c'est effectivement le contact est aménagé, si le tir est indirect, et si on est bien dans la recherche de l'espace libre, dans cet effectif réduit, on va pouvoir avoir un jeu qui sera beaucoup plus équitable. Donc ça veut dire que là-dessus, rechercher la fraternité dans cette mixité sera possible. Et on passe à la diapo suivante. Donc il vous a parlé du coup, comme il m'a dit ma diapo, je vais aller effectivement beaucoup plus vite. D'accord. 2 clubs, parfois 3, c'est souvent 2. Et par rapport à ça, on peut avoir effectivement des matchs sur les 2 terrains en même temps. On va avoir des joueurs qui... Donc si vous n'avez que 2 équipes, ça vous permet d'avoir plus de joueurs au sein d'une équipe. Donc des gens qui vont être proposés au sein de l'équipe et ça va tourner en tant qu'arbitre et ou observateur. Okay. Moi là je travaille avec 3 équipes par club parce que j'ai 30 à 32 étudiants par groupe. C'est beaucoup plus confortable parce que j'ai 3 équipes par club. Et pour le coup, j'en ai toujours une qui est là pour observer ou arbitrer. Donc là-dessus, la proximité sociale pour coopérer et éprouver la fraternité, elle sera forcément possible. Et là-dessus, il vous en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, il y a une réelle interdépendance positive. Le résultat du match, de l'équipe qui ne joue pas, m'importe. Moi, je fais partie du club de Metz. Je prends le plus haut niveau. Hein. Je fais partie du club de Metz. Ok, j'ai de la chance. Dans l'équipe 1, on a gagné tous nos matchs. L'équipe 2 n'a pas gagné tous ses matchs. L'équipe 3, on a gagné quelques-uns. Ok, le club de Nancy, l'équipe 3 a gagné tous ses matchs, l'équipe 2 a gagné tous ses matchs, l'équipe 1 a perdu tous ses matchs. Au final, c'est parce que les équipes 2 et 3 ont gagné que le club de Nancy a battu le club de Metz. D'accord ? Donc j'ai intérêt à bien observer, à être en capacité de restituer des informations. On parlait tout à l'heure de possession de tir-balle ou même d'autres observations, peu importe. Mais sur ces rôles-là d'observateur, pour pouvoir après prendre des décisions d'un point de vue stratégique pour le collectif, là, effectivement, la coopération au sein du club et la collaboration au sein des équipes jouent vraiment bas son plein. Donc on peut effectivement parler de fraternité. Moi j'ai fini, il est 20h17.
Dans l'idée aussi de l'aménagement global, et là pas que numérique, hein, vous voyez que cette idée des 3 terrains, c'est ce qui nous permet aussi une forme de plasticité organisationnelle, puisqu'on peut imaginer un terrain central qui soit dédié à l'opposition, qui soit dédié au match et donc à prélever les indicateurs. Les équipes 1 s'opposent sur le terrain central, pendant que les équipes 2 et 3 travaillent sur les terrains 1 et 3, une situation par exemple, à l'appui de hand à 4 EPS ou une situation que vous avez vous-même placée. Et ça va nous permettre là-dessus de naviguer régulièrement à la fois en termes de niveau, puisqu'on va pouvoir avoir nos 3 équipes de différents niveaux, travailler sur des besoins spécifiques et puis de garantir en même temps cette opposition et le renforcement de cette interdépendance positive que l'on souhaite pousser jusqu'à l'évaluation. Et là aussi, ça va dépendre du contexte, jusqu'où on peut aller, parce que peut-être dans des contextes assez, je vais les caricaturer comme ça, élitistes, ou des lycées, des lycées avec des élèves qui ont trouvé, là aussi, au pied du berceau, la panoplie de bons élèves. Donc là, peut-être qu'on a une culture assez individualiste, je caricature, hein, parce que c'est évidemment pas toujours comme ça, et que de faire accepter que le résultat, ça soit le résultat de l'équipe, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à pousser les choses à dire l'évaluation, c'est le résultat du club? Nous, c'est ce qu'on appelle de nos voeux, mais ça passe là aussi, peut-être, par des étapes évidemment envisagées sur l'évaluation. Donc tout ça pour faire le lien de manière extrêmement fine et perspicace, à coup de bol, sur une évaluation positive et collective. C'est ce que nous souhaitons mettre en place. Donc c'est une entrée, vous l'avez bien compris, par le collectif dans l'évaluation et par l'interdépendance. Cela va se jouer donc au sein de l'équipe et du club. Cela va se jouer aussi sur l'articulation de ces fameux rôles moteurs, méthodologiques et sociaux, ce que l'on voit sur nos rôles de traverseurs, marqueurs, voleurs de ballon, gardiens d'un côté, et ce qui se joue sur les rôles de coach, arbitre de l'autre. On va viser une évaluation qui soit positive et qui soit lisible. Et je pense qu'en EPS, on est plutôt outillé là-dessus. Et vous avez là aussi, je crois, un engagement militantiste à réaliser au sein de vos établissements ou de vos futurs établissements pour montrer que l'évaluation en EPS, elle n'est pas complètement idiote. Parce que ça, d'avoir une évaluation qui révèle et qui valorise les acquisitions, j'aimerais bien que les collègues de maths ils se posent aussi régulièrement cette question-là. Il y en a qui le font de manière remarquable, hein, attention. Mais voilà, cette évaluation qui permet de révéler, qui permet de valoriser, qui permet d'identifier des acquis. Et regardons toujours aussi, s'il vous plaît, sur vos grilles d'évaluation, ce que c'est que ce degré 1 ou cette maîtrise insuffisante. Comment elle est rédigée? Est-ce qu'elle est rédigée qu'en manque? C'est ce qu'on voit très souvent. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne sais pas, ne sais pas. Ou est-ce qu'elle est déjà rédigée en termes, voilà ce que cet élève de niveau 1 fait, il fait quelque chose. Comment il passe au degré 2? Mais il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça que notre évaluation doit révéler et valoriser. Une évaluation cohérente tout au long du parcours de formation, parce que oui, c'est un choix fort. Nous pensons que nous pouvons envisager l'évaluation de la même façon du collège au lycée. Alors, ce sont des choix ici, des partis pris qu'on continue de discuter. On l'a discuté dans le train, on va peut-être le changer ce soir, après le resto. Mais en tout cas, ces éléments-là, on les imagine sur l'ensemble du parcours de formation. Une forme d'efficacité collective dans le gain du match. Alors, des chiffres, là aussi un petit peu étayés par nos retours de terrain, mais qui peuvent évidemment s'ajuster. Mais c'est donc déjà cette efficacité collective dans le gain du match où on va regarder ce qui se passe sur les ratios, comme on l'a vu ensemble, tir, possession, et le ratio but, tir. On conserve, choix fort, évidemment, le gain des matchs. Le but, c'est quand même de gagner, ou le gain des matchs par le club, ou le gain des matchs par l'équipe. Là aussi, l'enseignant va faire son choix. Nous, on travaille sur cette idée de club. Mais en tout cas, on conserve cette idée, il faut gagner. Ne l'évacuons pas, on est dans le champ 4. Sinon, on fait du champ 3. Il y a d'autres aspects très intéressants, mais notre objectif ici, c'est marquer un point de plus que l'adversaire. Et puis derrière, des pouvoirs individuels qui peuvent s'exprimer en termes d'efficacité individuelle, et puis l'efficacité de nos différents rôles. Cette idée-là, ou ces chiffres-là, ils peuvent être conservés sur l'ensemble du parcours de formation. Puisque, en effet, ce niveau de contrainte augmente, on a une défense qui est plus... Ça y est, ils ont réagi sur Casper et compagnie, c'est ça? Donc on a un niveau de contrainte spatio-temporelle qui augmente, une défense qui est plus proche de la zone, etc. Et donc une capacité à accéder au tir qui est de plus en plus complexe. Le but, c'est de préserver peut-être ces ratios-là et de conserver, et vous le verrez demain aussi, avec ces ratios qu'on essaiera de prendre, qu'on préserve ces ratios-là.
Et puis on a essayé de caractériser en effet ces rôles-là, ce qui a fait des discussions et qui continue d'en faire. Et parfois on est taclé sur certaines nomenclatures, mais en tout cas là aussi c'est toujours avec bienveillance que l'on essaie de caractériser ces élèves. Je fais juste un zoom sur le lycée parce qu'on peut imaginer une évaluation qui est à la main des établissements. Vous le savez, les référentiels lycée sont conçus par l'établissement dans le cadre d'un référentiel national du champ d'apprentissage. Donc on a toujours ce cadre national, mais la déclinaison, elle est locale. L'établissement conçoit son propre référentiel. Là aussi, je prendrai une séance de psy aussi, j'ai eu du mal à basculer, à me dire mon évaluation, ça sera que du handacat parce que quand même c'est terminal, c'est sérieux Madame Janin, je ne peux pas faire que du handacat tout le temps. J'avais conçu dans un premier temps référentiel handacat première mi-temps et puis on bascule handa 6, je faisais du 6-6, enfin 5+1. Rien. Mais après tu m'as forcé à faire tes trucs bizarres. Et puis, oui, forcément, naturellement, ça a continué d'évoluer. Mais là, vous avez votre liberté, évidemment, en tant qu'enseignant. Mais le référentiel, donc, peut être conçu, évidemment, exclusivement sur le Handa 4. Et aujourd'hui, je milite pour qu'il soit conçu uniquement, Madame Janin, sur le Handa 4. Le dernier mot là-dessus, parce que je ne vais évidemment pas détailler et on vous fournira ce support-là, et ce n'est pas un modèle, surtout pas. Mais le dernier mot là-dessus, c'est que vous pouvez, selon la place que vous accordez aux différents rôles qu'on a évoqués, ceux d'arbitre ou de coach, vous pouvez pousser ce référentiel jusqu'à garantir que 18 points sur 20 soient évalués sur du moteur. Parce que là, j'entends, c'est mon côté IAIPR qui va revenir. Les référentiels, c'est n'importe quoi. Le moteur, c'est plus que 12 points. Puis après, on file 8 points pour compenser pour les bons élèves, etc. La FL1, là, je suis en LGT. La FL1, il est sur cette idée de s'engager pour gagner une rencontre. Il va s'exprimer par deux éléments prioritaires que vous connaissez peut-être. Je ne vais pas les détailler. Et puis par cette idée du curseur selon la victoire ou la défaite. D'accord ? La FL2, quand on me dit la FL2, c'est quand même, je caricature, le savoir s'entraîner. Du coup, il n'y a plus de moteur. J'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut savoir s'entraîner sans mettre en jeu du moteur. Le moteur, là-dessus, nous, on va essayer de le quantifier, de donner des repères, là aussi, très concrets à l'élève. Et on va faire le choix que le savoir s'entraîner, cet AFL2, c'est déterminé par l'évolution des ratios sur la séquence. Donc faire évoluer ces ratios possession-tir, de tir-but, si ce n'est pas par des transformations motrices, je ne sais pas par quoi c'est. C'est aussi par des aspects méthodologiques que révèle cet AFL, mais je ne sais pas par quoi c'est sinon. Et puis la FL3, si je veux pousser le truc, la FL3, choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire, ça c'est le texte, je peux mettre le gardien. Pourquoi pas ? S'il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de fonctionnement collectif. Est-ce que le gardien, je le mets dans la FL1 sur le moteur ? Je peux, vous pouvez. Si je veux pousser parce que je veux réellement valoriser ce qui se passe sur le terrain, je peux très bien mettre ce rôle de gardien à côté du rôle de coach ou d'arbitre et puis demander à l'élève de choisir parmi ça. Bon, tout ça pour vous montrer que notre démarche, évidemment, elle peut complètement s'intégrer dans le cadre d'un référentiel, qu'il soit lycée, qu'il soit collège, et dans le cadre de l'évaluation sur l'ensemble de la scolarité. Je vais passer sur ça parce que j'aimerais quand même finir justement sur le parcours de formation. Et quand on va jusqu'au bout, Pascal a commencé à en parler tout à l'heure parce que c'est une expérience professionnelle extrêmement forte qu'on a eu la chance de vivre. C'est d'installer donc au CAPEPS depuis 2022 dans l'épreuve de pratique de handball cette forme de pratique cette forme de pratique au sens large. Encore une fois, ce n'est pas juste qu'on a tourné le terrain, on les a mis à 4. Vous avez bien compris qu'il y a un recueil statistique qui doit être exploité, un échange au sein du club. Il y a deux équipes qui doivent s'organiser pour collaborer et coopérer, pour battre l'équipe adverse. Et les candidats qui vivent cette expérience-là, alors quand il y a réussite au concours, c'est sûrement encore mieux, mais même les retours, je vous assure qu'on a pu avoir là-dessus, et c'est Pascal et les collègues formateurs qui en étaient les premiers témoins, sont extrêmement intéressant parce que au-delà de ce choix de la forme de pratique, il y a cette pratique mixte que l'aménagement réglementaire permet, le tir indirect, le rapport au contact notamment, qui permet aux garçons et aux filles jusqu'à ce plus haut niveau de recrutement national, ce concours du CAPEPS externe, qui leur permet de travailler, de s'opposer au concours, de jouer son rôle de discrimination et donc de placer les postes au plus
au plus performant, mais en tout cas la pratique jusque-là, elle est pensée en mixité. Le numérique est au service des transformations que nous souhaitons voir sur le terrain et des compétences que nous souhaitons voir, et on vise une forme de solidarité en acte, vous l'avez vu, dans les propositions et donc l'organisation humaine notamment que nous pouvons proposer ici. Allez, c'est tout. On vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop dense. On a essayé en tout cas de vous montrer cette démarche-là autour des 3 grandes valeurs et qu'on essaiera maintenant de vivre en pratique demain au gymnase. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, William.